Bonjour Olivier Faure. Je suis en train de boire, pardon. Ah bah bonjour, oui, quand ça commence. Pour son premier grand meeting de campagne hier, Valérie Pécresse a repris une expression qui était utilisée et qui est utilisée par Éric Zemmour. Il n'y a pas, dit-elle, de fatalité au grand remplacement. Quelle est votre réaction? La sidération. La sidération de voir une candidate qui se dit républicaine reprendre les mots de l'extrême droite, ses concepts, et pas seulement celui-là. Les Français de papier, avoir remis sur le terrain l'histoire des murs qu'on veut construire aux frontières de l'Europe, bref, avoir repris tout le registre sémantique et idéologique de l'extrême droite. Franchement, nous avions déjà 2 candidats d'extrême droite, on n'avait pas besoin d'avoir une 3e. Et je ne comprends pas, en fait, quelle est cette dérive permanente de la droite qui, visiblement, a perdu tous ses repères. Où est passé le discours d'il y a 10 ans, ou même de plus de 10 ans maintenant, de 15 ans, de Nicolas Sarkozy, je suis un Français de sang mêlé. On a le sentiment que cette droite est partie totalement à la dérive et qu'elle franchit jour après jour tous les Rubicons, comme l'a dit hier Anne Hidalgo. Vous considérez qu'il y a 3 candidats d'extrême droite désormais? Je n'en suis pas là, mais enfin, je m'inquiète pour la droite. Je m'inquiète de la voir reprendre un registre qui n'est pas le sien, qui est un registre qui est celui de l'extrême droite et qui vient légitimer des concepts qui sont ceux de l'extrême droite. Et donc, quand même, le grand remplacement, c'est quoi? C'est un concept complotiste qui laisse penser qu'il y aurait une forme de complot, justement, qui viserait à ce que les élites en France visent à remplacer le peuple français par un peuple qui serait un peuple étranger. C'est quand même complètement fou de la voir dire qu'il n'y a pas de fatalité à ce grand remplacement. Mais non seulement il n'y a pas de fatalité, mais il n'y a pas de grand remplacement. Et donc, la voir reprendre l'histoire des Français de papier, mais Français de papier, qui Français de papier, en fait? Ma mère, qui est arrivée effectivement du Vietnam quand elle avait 20 ans, qui a épousé mon père, et moi je suis quoi? Je suis un Français de demi-papier? Je suis quoi? Non, je suis français à 100%, comme toutes celles et ceux qui aiment ce pays, qui l'ont construit, qui font sa richesse, et qui aujourd'hui sont tout simplement ceux qui portent ce pays à bout de bras. On les a tous fêtés il y a 1 an, au moment du premier confinement. Ce sont ceux qui sont éboueurs, infirmières, qui sont sages-femmes, qui sont caissières. Bref, tous ces gens qui aujourd'hui sont aussi là et qu'on veut stigmatiser, ce que je ne comprends pas. Olivier Faure, de l'importance du choix des mots dans cette campagne présidentielle. À propos d'Éric Zemmour, Yannick Jadot, candidat écologiste à la présidentielle, était l'invité de Radio J hier. Écoutez ce qu'il a dit. Zemmour, au fond, essaye de réconcilier une partie de la France avec l'Algérie française, avec Pétain, avec l'antisémitisme. Sauf qu'il a une différence avec Le Pen. Et peut-être c'est la différence la plus perverse. C'est que Zemmour est juif. Et alors? C'est-à-dire qu'en fait, il fait le juif de service pour les antisémites. Zemmour, juif de service pour les antisémites, vous diriez la même chose, vous? Bon, je comprends ce qu'il a voulu dire. L'expression n'est pas très heureuse. Pas très heureuse. Bon, je pense qu'on n'est pas obligé de qualifier les gens par leurs origines, par leur religion, etc. Et c'est un fait que Éric Zemmour, aujourd'hui, est celui qui réhabilite la pensée de Vichy. Il est celui qui a osé dire que le maréchal Pétain avait sauvé les juifs français en livrant les juifs étrangers. Enfin, déjà, rien que ça devrait nous faire sursauter, en fait. C'est celui qui, aujourd'hui, nous explique que peut-être Dreyfus n'était pas innocent. Bref, tout ça n'a aucun, il est celui qui vient réhabiliter la vieille pensée rance de l'extrême droite. Et sa religion change quelque chose à ça ou pas? Sa religion n'y change rien. Le fait qu'il soit juif d'origine, qu'il soit même juif tout court, ne change rien au fait qu'il est d'abord un pétainiste, un vichiste, un fasciste, pour dire les choses très simplement. Et donc Yannick Jadot a dérapé en disant ça? Non, je ne dis pas qu'il a dérapé, je ne cherche pas à qualifier ce que font les uns et les autres. Je dis simplement que l'expression n'est pas très heureuse. Je ne crois pas qu'il faille qualifier les gens par ce qu'ils sont. On n'a pas à essentialiser qui que ce soit. Olivier Faure, on va parler de votre campagne. Vous lisez comme nous tous les jours quasiment des papiers dans la presse disant qu'il y a des relations compliquées entre vous, le patron du parti, et la candidate soutenue par le Parti socialiste, Anne Hidalgo. Question toute simple. Est-ce que vous êtes en train d'essayer de la débrancher?
Non, pas du tout. Est-ce que ça vous a effleuré l'esprit à certains moments de la campagne au vu des sondages ou de... Non. Je vous le dis très franchement et très sincèrement, non. Et d'ailleurs, je ne suis pas électricien, donc je ne débranche personne. Elle a été désignée par un vote militant à 73%. Elle est aujourd'hui notre candidate et nous la soutenons parce que nous sommes dans un combat qui est un combat que je sais difficile, je suis lucide, mais en même temps, je crois que nous avons besoin... Regardez, on vient de parler de ce que fait la droite française aujourd'hui. Est-ce que vous pensez pas qu'on a besoin en face d'une gauche républicaine qui soit capable de remettre la mairie au milieu du village, en fait de remettre ce qui doit être l'essentiel à nos yeux. Et depuis vous alliez dire l'église au milieu du village, vous êtes repris pour dire la mairie, c'est plus républicain. Je ne me suis pas repris. Ah, j'ai lu dans... Non, je ne suis pas repris. Ouais. J'ai marqué ce temps pour vous laisser penser que je pouvais dire l'église, mais j'ai bien dit la mairie. Et ce que je dis là, c'est que depuis notre origine, depuis plus d'un siècle, quelle est la mission des socialistes? Quel est le rôle qu'ils se sont donnés dans ce pays? C'est d'aller mener la République jusqu'au bout. La République, c'est quoi? C'est un horizon qui, donc, comme tous les horizons, il recule toujours parce que c'est toujours difficile de lutter contre les inégalités, les discriminations. Mais en même temps, chaque fois, nous faisons des progrès, nous avançons. À chaque passage de la gauche au pouvoir, à chaque fois, il y a eu de grandes conquêtes, de belles conquêtes qui ont permis d'avancer. Bon, là, ils ont l'air d'être très lointains, les progrès, Olivier Faure, parce que dans les sondages aujourd'hui, Anne Hidalgo est placée en queue de peloton, autour des 2%. Alors pour que les gens sachent, c'est dans la même fourchette que Jean Lassalle et Florian Philippot, et derrière le communiste Fabien Roussel. Si ça se confirme le 10 avril, est-ce que ce sera une humiliation pour les socialistes? Non mais moi je ne suis pas en train de dire que les sondages sont l'élection. Il y aura une élection et je viendrai avec vous commenter les résultats le jour où on aura des résultats. Pour l'instant, je me bats. Je me bats pour faire entendre... Enfin, regardez ce qui s'est passé ce matin dans Libération. La une sur un village dans l'Aisne où on a 37% de la population qui est en dessous du seuil de pauvreté. Un enfant sur 5 dans ce pays qui est dans la précarité. 1,5 million d'enfants pauvres. Des étudiants que nous avons vus pendant toute la période de crise sanitaire aller aller mendier leurs repas, etc. Ça, c'est la situation actuelle, Olivier Faure, mais on n'a pas l'impression. On n'a pas l'impression que les Français, justement, misent sur Anne Hidalgo pour répondre à toutes ces questions. Je suis là pour les en convaincre, je suis là pour vous dire que sur le logement, sur l'éducation, sur les salaires, sur toutes ces questions qui font le quotidien des Français, nous avons travaillé pendant 2 ans avec des propositions qui sont extrêmement concrètes et que celles et ceux qui les connaissent saluent. Il y a 15 jours, Anne Hidalgo était devant la Fondation Abbé Pierre et tout le monde a salué le travail de fond qui avait été entrepris parce qu'il y a aujourd'hui besoin de solutions. On n'est pas simplement là pour défendre des slogans ou défendre des boutiques. Bien sûr, vous allez dire, je suis le chef du Parti Socialiste, donc évidemment, je défends le Parti Socialiste. Ça peut paraître naturel, mais plus encore, ce que je défends, c'est pas une boutique, je défends une idée, je défends une conception, je défends aussi des solutions qui sont de nature à faire changer la vie de ceux qui aujourd'hui sont malheureusement dans la souffrance. Le patron des socialistes, Olivier Faure, est l'invité de France Info, 8h41, une toute petite pause, le temps du fil info avec Lisa Guyenne. L'homme qui s'en est pris à la police en Gare du Nord ce matin est mort. Le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, l'annonce ce matin. Cet homme armé d'un couteau a été visé par 3 tirs de riposte. Il a succombé quelques minutes plus tard. Selon le ministre de l'Intérieur, il menaçait des agents de la brigade des transports ferroviaires. La menace d'une invasion russe en Ukraine continue de préoccuper l'Europe. Le chancelier allemand Olaf Scholz est attendu à Kiev aujourd'hui, puis à Moscou demain. L'Ukraine espère aussi la venue du président américain Joe Biden pour témoigner de son soutien. L'Ukraine qui annonce aussi avoir reçu un lot de missiles anti-aériens fournis par la Lituanie. Ils sont plus d'1 millier à avoir passé la nuit dans leur voiture près de Lille. Les conducteurs du convoi autoproclamé de la liberté doivent rejoindre Bruxelles aujourd'hui. Une partie du cortège envisage de se rerouter vers Strasbourg, au siège du Parlement européen. 20 ans que la France attendait son titre en danse sur glace et c'est fait depuis ce matin. Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron, médaillés d'or aux Jeux Olympiques de Pékin. Ils dépassent aussi leur propre record du monde et offre à la France sa 11e médaille de cette édition 2022. France Info. Le 8-30 France Info, Salia Braquia, Marc Fauvel. Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste, vous nous disiez juste avant la pause que vous étiez prêt à gouverner, que vous aviez des idées, que depuis 2 ans, le travail a été fait au Parti Socialiste. C'est pas tout à fait ce que dit un homme qui est socialiste, comme vous, qui a été Premier ministre. C'est Bernard Cazeneuve, il l'a expliqué le mois dernier sur ce plateau. Les socialistes ne se sont pas préparés comme ils auraient dû le faire à cette échéance, que pendant 5 ans,
le travail sur le fond qui devait être fait, de réorganisation, de projection d'un projet, de mise en évidence de talents, n'a pas été fait. Et ensuite, après la phase d'impréparation, nous sommes avec le contexte que nous connaissons dans une phase d'improvisation. Impréparation, improvisation, vous le prenez pour vous ? Pas du tout. D'ailleurs, je m'en suis expliqué avec lui. Je l'ai appelé pour lui demander des explications, comprendre quels étaient les sujets sur lesquels il avait des difficultés. Et je lui ai rappelé ce qu'avait été le projet socialiste adopté au mois de septembre dernier, qui a très largement inspiré le projet d'Anne Hidalgo. Et il a été, d'ailleurs, il est revenu sur ses paroles il y a quelques jours en disant que il s'incluait dans cette absence de réflexion. Mais enfin, voilà, il y avait, et honnêtement, enfin. Regardez ce qu'est le projet aujourd'hui qui est défendu par Anne Hidalgo. Regardez ce que nous avons produit pendant 24 mois en rendant compte chaque mois publiquement de ce que nous faisions. Oui, mais avouez qu'elle est rentrée en campagne en prenant une proposition, c'était le doublement du salaire des profs, qui n'était pas inscrit dans le projet socialiste. Entrer en campagne en disant je m'assois sur ce qu'ont décidé mes petits camarades pendant 2 ans, avouez que c'est difficile de suivre la ligne, non ? Non, en fait, d'ailleurs là-dessus, regardez le projet tel qu'il a été présenté par Anne Hidalgo au mois de janvier, et les choses sont extrêmement claires, et il n'y a pas de sujet qui puisse vous faire bondir en vous disant « Aïe, ils ont décidé de faire n'importe quoi ». Tout est chiffré, tout est en mesure concrète qui permettent demain de faire changer la vie des gens. Olivier Faure, quand on demande à Christiane Taubira ce qu'elle a de différent d'Anne Hidalgo, elle répond, c'était hier dans le Parisien aujourd'hui en France, elle répond « Moi, je n'ai pas été élue par 75% de 22 000 militants, et puis j'ai été garde des Sceaux, j'ai une expérience de gouvernement ». C'est quoi ça? C'est du mépris ou pas? Écoutez, moi, je ne veux pas commenter les uns, les autres. Je suis venu vous parler ce matin de ma candidate, pas de chercher à donner des bons points aux uns et aux autres. Je pense que cette atmosphère où chacun pense que ce qu'il a de mieux à faire, c'est de taper sur le voisin, c'est ce qui dégoûte tout le monde. Donc, je ne participerai pas à cette compétition que je trouve vraiment délétère et qui n'apporte rien à personne. C'est pourtant ce qui se passe. Même votre candidate Anne Hidalgo dit des choses sur Christiane Taubira, sur l'écologiste Yannick Jadot. Je vous dis les choses telles que je les pense. Je pense que nous n'avons pas à entrer dans une compétition, dans cette division qui déjà désespère les Françaises et les Français qui veulent voter à gauche. Donc je n'y participe pas. Je suis depuis toujours un artisan, un partisan du rassemblement. Malheureusement, je vois que la main tendue par Anne Hidalgo au mois de décembre n'a pas été saisie. Je le regrette. Mais maintenant, j'avance. Elle a tendu la main dans des conditions, je ne suis pas. Mais un peu compliqué à suivre. Elle a dit je tends la main à condition que vous alliez à la primaire populaire. Et finalement, elle a expliqué qu'elle ne participerait plus à la primaire populaire, ce qui a d'ailleurs donné lieu à un échange entre vous. Elle avait dit j'étais pour, finalement elle n'y est pas allée. Non, elle était favorable à une vraie primaire. À une vraie primaire, c'est-à-dire une primaire où tous les candidats s'associent pour un débat, plusieurs débats, et qu'ensuite, à l'issue de ce débat, on puisse trancher et où chacun reconnaît le résultat. Il y a eu ensuite une votation citoyenne qu'il faut respecter, mais qui n'était pas une primaire. Donc c'était autre chose. Et donc, s'il y avait eu une primaire, nous aurions toutes et tous respecté le résultat de cette primaire. Simplement, il n'y a pas eu de primaire. Mais vous voyez bien que Jean-Luc Mélenchon, par exemple, dans les sondages, c'est le seul à gauche à atteindre les 10%. Finalement, est-ce que vous dites pas c'est lui qui incarne le plus le vote utile à gauche ? Mais il est certainement aujourd'hui le plus haut, mais ça ne veut pas dire qu'il incarne le vote utile. Qu'est-ce que c'est que le vote utile? Le vote utile, c'est celui qui a une chance de gagner. C'est celui qui transforme derrière la vie des gens. C'est autrement, si c'était simplement le vote utile, vous pourriez dire Marine Le Pen est un vote utile, ou Éric Zemmour. Vous ne pensez pas que Jean-Luc Mélenchon transformera la vie des gens s'il est élu? Il est possible qu'il la transforme. Je suis pas sûr que ce soit exactement ma vision à moi de la transformation. Nous avons des désaccords qui sont importants, notamment dans le domaine européen, dans le domaine international. Je ne me vois pas l'allié de Poutine ou l'allié du régime chinois. Je n'ai pas oublié qu'il a refusé, il y a quelques semaines, quand j'étais à l'Assemblée, à défendre la reconnaissance du génocide des Ouïghours. Je n'ai pas oublié qu'il était de ceux qui avaient refusé de reconnaître ce génocide. Pour vous, c'est l'international, les points que vous avez rappelés là, qui vous rendent irréconciliable, qui fait que, par exemple, vous ne pourriez pas voter pour lui?
Mais il n'y a pas que c'est ça. C'est pas simplement. C'est Poutine, c'est les Ouïghours. C'est Poutine, c'est les Ouïghours, c'est sa position sur l'Union européenne. Moi, je ne crois pas qu'il faille se replier sur nous-mêmes dans un moment où nous faisons face justement à une compétition internationale qui est face à des géants. Et donc, même si l'Europe reste imparfaite, il n'en demeure pas moins que c'est une Europe qui permet d'avancer. Et on le voit, y compris dans la crise sanitaire, ça a été aussi une façon d'avancer et de trouver le rebond, le ressort possible pour l'ensemble des États. Donc, je suis un Européen et je le demeure, et je ne crois pas qu'on puisse complètement effacer l'œuvre de ceux qui, depuis Jean Monnet, ont conduit à ce que nous soyons un espace de paix, de prospérité, même si, je le sais, cet espace-là est un espace imparfait. Emmanuel Macron, en fin de semaine dernière, a annoncé la relance du nucléaire en France avec la construction de nouveaux EPR, mais aussi en demandant à EDF de réfléchir à une prolongation de vie des centrales. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée ? Moi, je crois qu'il faut être dans ce domaine extrêmement pragmatique. Nous avons aujourd'hui une consommation électrique dont on sait qu'elle devrait augmenter de moitié d'ici 30 ans. Que nos usages vont être de plus en plus électriques, parce que nous aurons des voitures électriques, parce que nous avons des tas d'objets connectés, pas connectés, enfin bref, nous sommes dépendants de cette énergie et donc nous avons besoin d'électricité. Donc à ce là, évidemment, moi, je ne suis pas un religieux du nucléaire, mais je ne vois pas comment on fait pour que dans les 30 prochaines années, on puisse se passer de cette énergie, qui est une énergie qui nous permet d'être souverain, de ne pas dépendre, par exemple, du gaz russe. Et on voit bien aujourd'hui que cette dépendance au gaz russe pourrait être un vrai problème avec la crise en Ukraine. Donc, il faut effectivement maintenir une capacité nucléaire, maintenir une filière. Pendant 30 ans, c'est ça. 30 ans, c'est le chiffre que vous avez donné. Non, je dis simplement que dans ces 30 prochaines années, il faut que nous soyons pragmatiques. Et donc, à quand la fin du nucléaire en France, si Anne Hidalgo est élue ? Moi, je ne peux pas vous donner une date sur la fin du nucléaire. Ce que je vous dis, c'est que bien sûr qu'il faut faire le grand carénage, que c'est une obligation. On doit maintenir la durée de vie le plus longtemps possible des centrales existantes. Et ensuite, en fonction de ce que nous dira l'autorité de sûreté nucléaire, en fonction de la durée de vie de ces centrales, être en capacité, éventuellement, de continuer à créer, à relancer une filière nucléaire. Vous êtes sur la même ligne qu'Emmanuel Macron. Non, je ne suis pas sur la même ligne Non, je ne suis pas sur la même ligne qu'Emmanuel Macron, parce qu'Emmanuel Macron, il a une ligne qui est une ligne en faux semblant. Il nous dit « je suis pour le nucléaire et pour le renouvelable ». En même temps, mais en même temps, justement, il y a un chiffrage pour le nucléaire, rien sur les énergies renouvelables. Ah si, il y a très peu. Il y a eu des annonces sur les annonces, oui, mais enfin, les milliards, ils sont où ? Ils sont sur le nucléaire, ils sont nulle part ailleurs. Mais Olivier Faure, sur la prolongation des centrales, vous êtes d'accord ? Sur la prolongation des centrales, vous êtes d'accord ? Sur le fait d'en construire de nouvelles pour cette période de transition, oui ou non ? Je dis éventuellement, en fonction de ce que nous dira l'autorité de sûreté nucléaire sur la durée de vie des centrales, parce que je ne veux pas être la durée de vie, on a compris, mais sur les nouvelles centrales, EPR ou pas EPR, oui ou non, on en ouvre des nouvelles ou pas ? Moi, je suis éventuellement favorable à cette ouverture en fonction de ce que nous dira l'autorité de sûreté nucléaire. C'est-à-dire que, est-ce qu'on a la capacité, avec le grand carénage, à aller jusqu'au bout ou pas ? Est-ce qu'on sera arrivé à maturité avec les énergies renouvelables ou pas, au moment où on pourra s'en passer ? Mais ça veut dire qu'on ne saura pas en votant pour Anne Hidalgo si elle, à l'Élysée, Olivier Faure, elle ouvrira de nouvelles centrales. Vous dites que ça dépendra de ce que dira l'autorité de sûreté nucléaire. Et moi, ce que je vous dis, c'est qu'il faut être en la matière extrêmement pragmatique. On voit bien avec la crise ukrainienne qui doit modifier notre regard sur tout ça. On peut pas à chaque fois passer des durées infinies sur les plateaux de télévision, etc., ou de radio, et expliquer que la crise c'est grave, etc., que ça menace notre indépendance énergétique, et après n'en tenir aucune conclusion. Il y a que l'extrême droite qui soutient le nucléaire, dit Yannick Jadot. Vous êtes d'accord avec lui ? Je ne crois pas qu'on puisse encore situer Emmanuel Macron à l'extrême droite. Mais et Fabien Roussel. Et vous aussi. Et Fabien Roussel non plus. Et moi non plus. Mais ce que je dis, c'est, moi je ne suis pas, encore une fois, je n'ai pas une approche religieuse. Mais pas de religion, mais vous dites on en aura besoin dans la période. Mais je dis qu'il faut être pragmatique et qu'on ne peut pas, dans la période où nous sommes, faire comme s'il y avait une espèce d'idéologie qui devait s'imposer à nous et nous dire ce sera forcément zéro. Non, c'est pas forcément zéro. Il y a maintenant une réalité à laquelle nous devons nous contraindre, et cette réalité, c'est que nous ne pouvons pas dépendre sur le plan énergétique de qui que ce soit, ni rouvrir des centrales à charbon, ni dépendre demain du gaz russe. J'ai pas de religion sur l'horloge, mais je tente quand même de lancer les titres à l'heure. C'est raté pour cette fois-ci, 8h52, le fil info Lisa Guyenne. L'homme visé par des tirs de policiers en gare du Nord a succombé à ses blessures, atteint par 3 coups de feu vers 7h ce matin.
Ce sont des agents de la brigade des transports ferroviaires qui ont répliqué alors qu'ils les menaçaient avec un couteau, d'après le ministre de l'Intérieur. Il doit durer 4 semaines. Le procès de l'assassinat du père Jacques Hamel s'ouvre aujourd'hui à Paris, 5 ans et demi après l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray. Les 2 djihadistes sont morts, abattus par la police à l'époque. La cour va juger 4 de leurs proches, dont un homme considéré comme l'instigateur de l'attentat, mais présumé mort en Irak. À son tour, l'Ukraine hausse le ton face à la menace d'une invasion russe. Kiev exige une réunion urgente avec la Russie et les pays occidentaux. Le gouvernement ukrainien accuse Moscou de ne pas partager d'informations sur ses déplacements massifs de troupes militaires à la frontière ukrainienne. Une 11e médaille pour les Bleus aux Jeux Olympiques de Pékin. Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron médaillés d'or en danse sur glace au petit matin. Un titre qui échappait à la France depuis 2002. Et puis en ski acrobatique, la Française Tess Ledeux est qualifiée pour la finale. France Info. Le 8-30 France Info, Salia Brachia, Marc Fauvel. Toujours avec Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste, un collectif de footballeuses milite en ce moment pour le droit de porter le voile lors des compétitions sportives. Est-ce qu'il faut les laisser jouer avec leur voile, ces femmes ? Il me semble qu'il y a un règlement de la Fédération française de football qui interdit tout signe à la fois religieux, politique, syndical. Et donc, il y a un règlement, il s'applique à tout le monde. Voilà, point. Alors, c'est interdit au niveau de la FFF, c'est autorisé au niveau de la FIFA. Est-ce que vous considérez que c'est du prosélytisme, comme le dit Marlène Schiappa ? Mais je ne veux pas rentrer dans toutes les polémiques qui sont habituelles à cette période de l'année où on va faire maintenant du voile le sujet exclusif de la campagne présidentielle. Donc je vous dis, il y a un règlement, il s'applique à tout le monde, qu'on soit garçon ou fille, et il y a un règlement de la Fédération française de football qui a toujours été respecté par tout le monde. C'est bien de le respecter. Oui, parce que c'est le cas pour la FFF, c'est le cas pour le football, mais c'est pas le cas dans d'autres disciplines. Donc la question peut être soulevée. On peut soulever tout ce qu'on veut. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'on va faire de quelques footballeuses un phénomène mondial. Pendant 15 jours, on va ne parler que de ça. Moi, ce que je vous dis, c'est que ce matin, ce que je vois, c'est qu'il y a des gens qui vivent dans l'extrême pauvreté pendant qu'il y a des bénéfices considérables qui sont faits par le CAC 40. 137 milliards, je crois. On allait vous bénéfices là-dessus. Allons-y, parce que ça, c'est Anne Hidalgo, présidente, voulez taxer les 137 milliards d'euros de dividendes, de bénéfices, pardon. Vous prenez combien ? Mais d'abord, la première chose, la première chose, c'est qu'il faut revenir sur ce qu'on appelle la flat tax. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, vous êtes un peu plus, vous rentrez dans l'impôt sur le revenu, vous payez proportionnellement plus d'impôts que quelqu'un qui vide ses dividendes. Est-ce que vous trouvez ça normal ? La flat tax, c'est un taux uniforme d'imposition qui a été mis en place au début du quinquennat. Et qui rend aujourd'hui les revenus du travail plus imposables que les revenus de la rente. Eh bien, cette situation-là, elle est insupportable. Comment pouvez-vous expliquer que demain, la dette Covid, elle va être payée par toutes celles et ceux qui, classe moyenne, classe populaire, etc., continuent à payer leurs impôts, et pendant ce temps-là, les autres se gobergent. Ça n'est pas possible. Je ne peux pas comprendre que Total soit aujourd'hui une entreprise dont on sait qu'elle continue à être une entreprise polluante, qui fait des bénéfices records, qui attribue une petite, qui fait l'aumône de quelques millions sur les milliards qu'elle vient de gagner, et on devrait s'en contenter et dire bravo. Mais non, on ne dit pas bravo. Vous dites à Patrick Pouyanné, le patron de Total, attention, si la gauche revient, ça va changer. Oui, je dis si la gauche revient, effectivement, ça va changer. Il se passera quoi ? Ça doit changer. Ça doit tout simplement, on doit pouvoir imposer les super bénéfices, on doit pouvoir imposer les GAFAM à l'endroit où ils font leurs bénéfices. Il faut pouvoir être en mesure donc de revenir sur la question de la flat tax. Il faut rétablir un impôt sur la fortune parce qu'il n'est pas normal, là aussi, que les grandes fortunes s'épargnent quand tous les autres payent. Mais vous vous rendez compte qu'on est en train, le gouvernement a décidé de maintenir ce qu'on appelle la CRDS, la contribution de remboursement de la dette sociale qui devait être éteinte en 2023. On va maintenir cet impôt qui est proportionnel sur tous les revenus, donc sur les retraités, sur les plus petits revenus. Et pendant ce temps-là, on dit on ne touche pas à l'impôt des riches. Maintenant, il y a un moment où il faut, dans la vie, faire des choix. Et la politique, c'est faire des choix. Et moi, je préfère qu'on choisisse de faire payer ceux qui peuvent, plutôt que de faire payer ceux qui n'en peuvent plus. Justement, Anne Hidalgo, elle a fait un choix. Aujourd'hui, il y a 85% des héritiers qui ne paient pas d'impôts au moment de la succession. Et pourtant, Anne Hidalgo va encore réduire ce nombre. Est-ce que ça, c'est fidèle à ce que vous venez de dire là à l'instant ? Non, c'est pas ce qu'elle dit. Elle dit pour les successions au-delà de 2 millions d'euros. Mais enfin, je sais pas combien vous transmettrez à vos enfants. Moi, j'ai 4 enfants.
enfants, je peux vous dire que je leur transmettrais autour de... Non, je reprends les chiffres que donnait Salia. Salia disait très très loin même des 500 000 euros. La réalité aujourd'hui, Olivier Faure, 85% des héritiers ne payent pas 1 euro au moment d'une succession. Anne Hidalgo dit, je vais faire passer ce chiffre à 95%, c'est-à-dire je vais exclure des impôts encore 10% supplémentaires. Oui, il y a des gens... Donc, a priori, ils sont des gens qui donnent le plus. Ceux qui sont en dessous de 2 millions d'euros de transmission n'auront pas, effectivement, à se voir surimposer. En revanche, ceux qui ont des successions qui sont supérieures à 2 millions d'euros, donc les très grosses successions, là, effectivement, il faut faire quelque chose. Est-ce que vous trouvez logique que... Enfin, on nous parle toujours du mérite. Mais quel est le mérite de quelqu'un qui est né avec une cuillère d'or ou d'argent dans la bouche et qui a simplement à attendre que tout lui revienne? Et 1,5 million, on n'est pas né avec une cuillère en or. En dessous de 2 millions. Il faut faire un choix à un moment. Oui. Il faut faire un choix parce que 2 millions, ça correspond parfois à un patrimoine immobilier qui peut avoir... Enfin, vous savez, vous connaissez cette histoire des gens qui ont acheté l'île de Ré. Voilà, donc voilà. Il y a un moment où vous êtes héritier de 15, 20, 30, 40 millions d'euros. Est-ce que vous trouvez logique que au début de votre vie, vous puissiez simplement avoir à regarder les étoiles parce que plus rien... Enfin, voilà, vous n'avez plus besoin de faire d'efforts. Non, et je crois qu'il y a effectivement besoin de remettre un peu les compteurs à zéro. Merci à vous, Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste, invité ce matin de France Info.